Donc on va continuer là où on était resté, c'est-à-dire qu'on a étudié jusqu'à maintenant euh, le- l'ensemble de ce dont on a besoin pour monitorer le cerveau pendant l'anesthésie. Donc en particulier, là je me suis focusé essentiellement sur l'électroencéphalogramme, qui peut être recueilli directement et dévié, de sorte qu'on puisse avoir en dérivation toutes les informations nécessaires. Donc j'expliquais dans le, le précédent YouTube comment on peut analyser le signal, enlever les artefacts. Et donc là, je voudrais arriver à la notion d'interprétation et de compréhension de que veulent dire ces motifs. Donc pour ça, je voudrais reprendre un petit peu de ce qu'on connaît, et ça reste assez vague, de la physiologie de genèse de ce qu'on appelle les spindles alpha, donc de ce qui constitue la fréquence dominante pendant l'anesthésie. Elle est générée par une boucle, donc ça c'est le spindle alpha tel qu'on l'a vu pendant les différents EEG, où on a une augmentation d'amplitude suivie d'une diminution. Et ce motif se répète de façon aléatoire. Donc la durée est aléatoire, l'amplitude est aléatoire, elle peut varier, et ce motif se répète à travers le temps. En fait, ce motif, il est assez complexe. Il est généré à la fois par le cortex et le thalamus via une boucle où le cortex, le thalamus se projette dans le cortex. Ça fait intervenir des noyaux intermédiaires du thalamus, à la fois des neurones excitateurs et inhibiteurs euh, du cortex qui vont être régulés, qui vont interagir avec le thalamus. Et donc la question, c'est évidemment, qu'est-ce que ça veut dire que quand cette bande alpha disparaît? Qu'est-ce que ça veut dire des relations qu'il peut y avoir entre le thalamus et le cortex? Donc, il y a eu des études précédentes sur l'anesthésie, surtout sur le sommeil, ainsi qu'une vingtaine d'années avec des expériences sur le chat par le groupe de Steriade. Donc je laisse ici les références pour ceux qui sont intéressés. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a plus d'une cinquantaine d'années, il y a déjà eu une compréhension que les rythmes alpha, je vais lire là ce qui est écrit, the alpha rhythm should be considered as signals produced by stochastic processes. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que le rythme alpha, il est déjà compris comme étant généré par un processus aléatoire. Donc ça veut dire que dans ce rythme-là, il n'y aurait pas nécessairement quelque chose de déterministe. Il dit plus spécifiquement, le thalamus et le cortex définissent le rythme alpha, résulterait de certaines propriétés de filtre des réseaux de neurones quand ils seraient soumis à un input aléatoire. Donc ça reste assez vague, mais néanmoins, on a repris l'idée ici que ce rythme alpha pouvait être généré par un processus aléatoire dans cette interaction thalamo-corticale. Et donc la question, c'est si c'est un processus aléatoire, par lui-même, il n'a pas vraiment de sens, il n'a pas vraiment d'utilité. Mais par contre, sa statistique à travers l'ensemble des spindles peut avoir une information d'intérêt. En particulier, on peut voir ici à travers les différentes espèces, que ce soit de la souris à l'homme, il y a ces spindles qui sont génériques aux mammifères et qui apparaissent avec soit des amplitudes différentes, à des moments différents. Et si on sait ce qui se passe à un temps T, il est assez difficile de prédire quels vont être les spindles qui vont suivre. Et ça, typiquement, ils sont marqués par cette bosse ici entre 10 et 12, 15 Hz. On voit cette bosse ici dans le spectrogramme qui marque bien ces événements. Ils ont leur identité spectrale. Alors, le circuit sous-jacent, ce qui est intéressant, c'est qu'on a récemment regardé en utilisant une technologie neuropixel, donc c'est-à-dire suivre à travers des milliers de neurones l'organisation de ces neurones pendant
le EEG. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les neurones des différentes régions, que ce soit du thalamus en rouge, des neurones du cortex ici, que ce soit ce qu'on appelle les fast spiking ou regular spiking, ou d'autres qui sont non identifiés, comment en fait ils interagissent pendant l'anesthésie, et en particulier pendant des éléments de suppression. Et on voit que en fait, ce sont les neurones du thalamus qui s'éteignent. Excuse-moi, c'est les neurones du cortex qui s'éteignent, mais par contre les neurones du thalamus restent éveillés, suggérant que en fait, pendant les périodes trop profondes, c'est le cortex qui s'éteint, donc qui ne suit plus les informations du thalamus, alors que le thalamus continue à exister. Donc tout ça, c'est illustré ici. Au moment où la suppression commence, on voit, donc suppression et ici c'est la partie finale, on voit comment en fait les neurones du cortex en fait s'éteignent, mais par contre en vert, les neurones du thalamus continuent à exister. Voilà, avec des fréquences qui sont caractéristiques, ici à 170 millisecondes pour la durée moyenne d'excitation de spiking de ces neurones. Voilà, donc ça veut dire que les spindles portent une information à la fois thalamo-corticale qui sont liées à ces trois types de neurones, fast spiking, regular spiking et neurones du thalamus. Et donc ces spindles portent en fait une information qui peut nous informer, qui peut nous dire quelque chose sur la relation entre le thalamus et le cortex. Voilà, donc là il y a trois exemples de trois spindles qu'on arrive aujourd'hui à bien segmenter. Ok, donc je vais m'arrêter là et ensuite on parlera de comment prédire le cerveau en utilisant la statistique des spindles.